Donc, écoutez, je me présente rapidement. Je suis Hugues Chaumel. J'ai rejoint le groupe Vicat en 2004 et j'en assure la direction financière depuis l'automne 2018 et récemment été nommé directeur général adjoint. Euh, je vais vous faire une présentation assez brève du groupe, je dirais de manière générale, vous rappeler un peu ses métiers, ses axes stratégiques et son implantation. Je reviendrai ensuite sur nos résultats 2020. Je ferai ensuite un focus un peu moins financier, mais qui est essentiel à la fois pour la planète et pour notre industrie, qui est l'évolution de la transition climatique. Et je conclurai en vous disant quelques mots sur nos perspectives pour 2021. Euh, alors, je vais vous présenter donc le groupe avec cette sympathique photo de notre usine dans la steppe du Kazakhstan. Euh, juste peut-être deux mots en commençant. Le groupe, alors ce qu'on ne sait sans doute assez peu, c'est que le ciment artificiel, donc tel qu'on le connaît aujourd'hui, et la manière de le fabriquer, a été inventé par Louis Vicat en 1817. Louis Vicat, c'était l'ancêtre des actionnaires actuels. Le groupe, à proprement parler, a été fondé par son fils, Joseph Vicat, en 1853. Donc, le groupe a un peu plus de 165 ans aujourd'hui. Longévité, il est coté sur Euronext, est toujours détenu majoritairement par la famille Merceron-Vicat, qui a près de 62% du capital, le flottant étant de l'ordre de 35%, et le groupe est dirigé euh, opérationnellement par un membre de la famille, Guy Sidos, qui est PDG. Donc peut-être quelques commentaires sur les grands axes de la stratégie du groupe. Le groupe, depuis sa création, est focalisé sur les matériaux de construction, principalement et tout d'abord le ciment, comme je le disais en commentant notre histoire, et ensuite par une logique d'intégration verticale dans le béton et les granulats. Ces trois grandes lignes de produits faisant environ 85% de notre activité, le reste étant plutôt ce qu'on appelle les autres produits et services, essentiellement du transport ou d'autres métiers d'intégration verticale. Euh, notre marché, notre métier est un marché local. Ces produits ont une valeur unitaire relativement faible. Leur transport coûte rapidement assez cher. Donc c'est un marché local, ce qui explique un modèle de développement qu'on qualifie souvent de multirégional, c'est-à-dire que dans tous les pays où on s'implante avec des positions régionales fortes, consolidées autour de la cimenterie par de l'intégration verticale. Euh, ce modèle multirégional, on le déploie au niveau mondial dans une logique de diversification géographique. J'y reviendrai en vous présentant la carte dans un instant. Ce développement géographique étant le plus souvent fait par des acquisitions que nous pratiquons de manière assez sélective. On a un outil industriel qui est très important dans notre métier, qui est assez capitalistique et dans lequel on investit régulièrement pour garder un niveau d'efficacité important. La corollaire d'un métier capitalistique est heureusement une forte génération de cash flow sur lequel on base notre développement sans faire appel au marché. Je ne pratique pas d'augmentation de capital régulière. On a naturellement un petit peu de dette, mais le groupe se développe sur ses ressources propres. Comme je le disais en commençant, le groupe est appuyé sur un actionnariat familial pérenne, même très pérenne dans notre cas, avec une vision de long terme. Cet actionnariat étant néanmoins représenté à la fonction de PDG et donc qui dirige également opérationnellement et stratégiquement le groupe au quotidien. Comme je le mentionnais en parlant de Louis Vicat, il y a une culture et une histoire d'innovation dans le groupe qui a su
à l'origine caractériser chimiquement le matériau qu'est le ciment, et puis suivre tous les procédés de fabrication, maintenant innover dans le béton. Et maintenant, nous focalisons beaucoup de notre effort d'innovation autour de l'enjeu climatique. J'en reparlerai dans quelques minutes. Enfin, de plus en plus, depuis une trentaine d'années, je dirais, notre métier renforce son ancrage territorial par l'utilisation de schémas d'économie circulaire, en cherchant à intégrer nos, nos activités dans des boucles de recyclage, en utilisant des combustibles et des matériaux de substitution. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors, le groupe Vicat aujourd'hui est présent dans 12 pays, tel que vous le voyez sur cette carte, de manière assez diversifiée. Hein. Notre implantation d'origine, c'est la région Rhône-Alpes. Hein. Les premières usines étaient autour de Grenoble. Le groupe a participé à la consolidation du secteur cimentier en France pendant grosso modo une centaine d'années avant de commencer une intégration verticale dans le béton et le granulat. Ensuite, il a fait son premier pas hors de France aux États-Unis en 1974 dans l'Alabama, puis en 1987 en Californie. Ensuite, on a fait une deuxième étape dans un environnement très différent en Turquie, sur le plateau anatolien, sur donc une partie centrale de la Turquie, en deux étapes, en 91 et en 94. Ensuite, on a encore changé d'horizon en prenant pied en Afrique de l'Ouest avec une acquisition importante au Sénégal, Socosim Industrie en 1999, sur lequel on a fait d'autres développements régionaux dans les pays limitrophes, Mali, Mauritanie, à partir de 2005, avec plusieurs étapes. Donc la dernière est la construction d'un centre de broyage à Bamako il y a à peu près un an. Ensuite, en 2001, nous avons racheté un groupe suisse qui s'appelle Vigier, qui était vraiment très comparable à Vicat à l'échelle helvétique et qui est toujours un des points d'appui de la rentabilité et de la stabilité des cash flows du groupe. Ensuite, en 2003, on est allé en Égypte. Et puis, en 2007, on a fait une greenfield au Kazakhstan, une usine qu'on a construite à partir de rien, à un moment où on jugeait les ratios de prix des affaires particulièrement élevés, comme notre industrie était en haut de cycle. Ensuite, on s'est développé en Inde en deux étapes, en 2008 et en 2010, plutôt sur le sud de l'Inde. Et puis, notre dernière acquisition majeure était au Brésil en 2019, où nous avons pris pied il y a juste 2 ans, en rachetant la société Ciplan à côté de Brasilia. Vous verrez dans les résultats 2020 que c'est plutôt une acquisition qui se passe bien. Alors, quelques chiffres clés qui ont été un petit peu introduits tout à l'heure. Le chiffre d'affaires du groupe en 2020 est 2,8 milliards pour un petit peu moins de 10 000 collaborateurs. Je vous disais que notre industrie est capitalistique, hein, 3,7 milliards de capitaux engagés. Vous voyez dans les graphiques du bas de la diapositive la répartition d'un certain nombre d'indicateurs par métier. Et vous voyez que le ciment, qui représente à peu près la moitié de l'activité, représente les 3/4 de l'EBITDA et 70% des capitaux engagés. Notre deuxième métier, qui est le béton et le granulat, donc l'intégration aval dans la chaîne de valeur des matériaux de construction, représente, lui, à peu près 34% du chiffre d'affaires, mais 22% de la rentabilité opérationnelle et 26% des capitaux investis. Notre EBITDA que je n'ai pas mentionné, hein, c'est 557 millions. On est dans une génération de cash flow opérationnel forte en regard de l'intensité capitalistique de nos métiers.
Les graphiques qui sont en haut à droite du slide représentent notre implantation, nos implantations géographiques par zone. On a 6 zones. Je ne vais pas les commenter tout en détail, peut-être retenir quelques idées clés. La France, qui était notre berceau, reste le premier marché du groupe avec près de 35% du chiffre d'affaires. Un EBITDA qui, dans le contexte de la crise de 2020, sur lequel je reviendrai, était un petit peu plus faible, mais qui d'habitude est assez en ligne avec la part du chiffre d'affaires, donc l'EBITDA qui représente 31% de l'EBITDA du groupe. Ensuite, je dirais, on a les autres pays matures, qui sont les États-Unis, la Suisse, bon, et l'Italie qui ne compte pas beaucoup, représentent 32% du chiffre d'affaires du groupe et 35% de l'EBITDA. Donc, il est important de retenir que l'assise d'activité stable du groupe et de rentabilité opérationnelle que sont les pays matures, représentent à peu près les 2 tiers. Les 2 tiers tant de l'activité que de la rentabilité opérationnelle. Et puis les pays émergents dans lesquels nous avons investi beaucoup dans les 10 dernières années représentent 34% du chiffre d'affaires et 34% de l'EBITDA. Voilà pour ces éléments sur la présentation générale du groupe. Je passe maintenant à la présentation des résultats 2020 avec cette image de notre centre de broyage à côté de Bamako, au Mali. Donc l'année 2020 a été extrêmement compliquée, je n'apprendrai rien à personne. Elle s'est soldée pour nous par une performance opérationnelle particulièrement solide malgré cet environnement. Cette performance, on la doit à l'engagement et aux efforts des équipes dans tous les pays. On a privilégié en premier la protection de nos collaborateurs, de nos clients, de nos fournisseurs, mais en même temps, nous avons souhaité maintenir chaque fois que c'était possible et autorisé nos sites ouverts et disponibles pour servir nos clients et prendre les opportunités qui se présentaient, et il s'en est présenté un certain nombre dans la phase de rebond. Ces résultats, un chiffre d'affaires de 2,805 milliards d'euros en progression de 5,5% à périmètre échange constant, et une progression de la rentabilité opérationnelle, tant au niveau de l'EBITDA que de l'EBIT, qui a été forte, montre la flexibilité et la résilience du modèle de développement dans un contexte qui a été particulièrement difficile, sur lequel on a été en permanence en train de s'adapter. La relocalisation du siège du groupe de Paris à l'île d'Abo en Isère en étant une manifestation particulièrement symbolique. De manière générale, on a vu une progression forte de l'activité au deuxième semestre, après les mesures de restriction d'activité qu'on a connues. Je reviendrai un petit peu sur l'analyse par pays. Et cette progression d'activité a permis une bonne rentabilité opérationnelle, une forte génération de cash flow, une capacité d'autofinancement de 461 millions d'euros en progression de presque 13% à périmètre change constant, ce qui nous a permis une réduction de la dette financière nette à 1,2 milliard et un ratio de dette nette sur EBITDA qui s'est établi à 2,16 en baisse sensible malgré le contexte que nous avons connu. Cette diapositive présente le compte de résultats synthétique du groupe. Donc, j'ai commenté rapidement le chiffre d'affaires, l'EBITDA, l'EBIT. Le chiffre d'affaires a baissé de 3,2% au premier semestre, affecté essentiellement par les mesures de confinement en France et en Inde. C'est les 2 pays dont l'activité a été le plus ralentie par les
les mesures de lutte contre la pandémie. Mais par contre, un fort rebond de l'ensemble de nos activités et de pas mal de nos marchés au deuxième semestre, avec un deuxième semestre en croissance de 13,8%. Un phénomène important sur l'exercice a été la variation des cours de change, avec la dépréciation de beaucoup de monnaies contre l'euro, le dollar dans une faible mesure et un certain nombre de monnaies émergentes dans une mesure assez importante, le réal brésilien, la livre turque ou la roupie indienne. Un impact de 3,7% sur le chiffre d'affaires, qui représentait donc un impact de 105 millions d'euros sur le chiffre d'affaires. On verra que ça a également impacté les l'EBITDA. Au global, une croissance organique de 5,5% qui a été visible dans tous les pays du groupe, à l'exception de la France, sur lequel le rebond de la deuxième partie de l'année n'a pas suffi à rattraper celui du premier semestre. Je le disais, cette croissance de l'activité a permis une progression de la rentabilité opérationnelle qui s'est traduite elle-même au niveau du résultat net, avec une progression du résultat net de 7,7% en base publiée et de 16% à périmètre échange constant, progression qu'on retrouve également au niveau de la capacité d'autofinancement que j'évoquais à l'instant. Peut-être un petit focus sur l'évolution de la rentabilité opérationnelle et l'activité par zone géographique, puis ce graphique représente la variation de l'EBITDA par zone géographique entre 2020 et 2019. Si on voit sur la gauche que la France a été celle de nos zones qui a été le plus affectée par les conséquences des mesures de lutte contre la pandémie, la leçon qu'on a tirée de ces mois de pandémie, c'est que nous sommes plus affectés par les mesures de lutte contre la pandémie prises par les gouvernements que par la pandémie elle-même, puisque deux de nos marchés les plus dynamiques cette année ont été le Brésil et les États-Unis qui connaissaient une pandémie particulièrement forte. Donc, compte tenu des restrictions qu'on a eues en France au deuxième trimestre, et malgré un fort rebond au deuxième, on a un EBITDA en France qui est encore en recul de presque 10 millions d'euros d'une année sur l'autre. La zone Méditerranée, qui chez nous regroupe l'Égypte et la Turquie, a connu cette année un environnement macroéconomique et sectoriel toujours très difficile. On ne peut pas dire qu'on ait particulièrement senti une aggravation liée à la pandémie. Par contre, une situation qui restait difficile avec un EBITDA négatif sur l'ensemble de cette zone cette année. Au demeurant, avec une tendance d'amélioration qui s'est dessinée sur le deuxième semestre en Turquie. La zone Europe alors, varie peu, mais est restée très solide, avec une EBITDA qui approche les 100 millions d'euros. Et on peut dire que c'est principalement la Suisse et on n'a pas eu d'effet très, très sensible de la pandémie sur l'activité en Suisse pour notre groupe. Ensuite, une forte progression des zones Amérique et Asie. Et à chaque fois, c'est le Brésil qui a connu une très forte croissance, tant en volume qu'en prix, qu'en profitabilité. Une activité aux États-Unis qui a été très, très, très dynamique, avec une activité et une rentabilité opérationnelle en progression. Je vous disais tout à l'heure que l'Inde a été un de nos pays les plus touchés par le ralentissement au premier semestre. Nos usines ont été fermées totalement pendant 5 à 6 semaines, mais ils ont su rebondir très rapidement et connaître une des meilleures années qu'on ait jamais connues en Inde, avec un fort rebond de la rentabilité opérationnelle, non seulement sur le deuxième semestre, mais en rythme annuel. Cette diapositive vous présente
l'analyse de la variation d'EBITDA par facteur, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, une incidence de change très importante sur nos activités, qui a représenté, je vous le disais, 105 millions sur le chiffre d'affaires et qui a représenté 24 millions, une variation défavorable de 24 millions sur l'EBITDA. L'EBITDA, lui, je dirais, à périmètre échange constant, progressé de plus de 10% à 579 millions d'euros, avec une progression au global à la fois des volumes et des prix, et en face desquels il y a eu une très bonne maîtrise des coûts grâce à deux phénomènes. Globalement, des coûts de l'énergie qui étaient en baisse sur l'ensemble de l'exercice, et d'autre part, des plans d'économie de coûts que nous avons engagés dès le début de la crise au mois de mars et qui nous ont permis de bien maîtriser une éventuelle hausse des coûts. Au global, un EBITDA qui progresse avec des incidences quasiment égales des volumes et des prix. En termes de structure financière, le groupe bénéficie d'une structure financière solide, avec 2,4 milliards de fonds propres, une dette financière nette qui s'est établie à 1,2 milliard en fin d'année, baisse de un peu moins de 100 millions sur l'exercice, avec un ratio de leverage donc de dette nette sur EBITDA qui représente 2,16 en baisse de 0,3 sur l'année, ce qui, compte tenu du contexte, a été une belle performance. Et on en a profité pour refinancer une échéance de placement privé américain qui arrivait à échéance en fin d'année. On a pu la refinancer sur le même marché par une très belle opération bilatérale avec un investisseur américain. On a placé 175 millions d'euros à 15 ans, ce qui a permis que de fin 2019 à fin 2020, la maturité de la moyenne de la dette passe de 4,4 ans à fin 2019 à 5,1 à fin d'année, renforçant ainsi notre flexibilité financière. Alors cette évolution de la structure financière, elle est rendue possible par la forte génération de cash flow, avec une capacité d'autofinancement de 461 millions d'euros, un investissement industriel net qui s'établit sur l'ensemble de l'année à 300 millions d'euros, ce qui est un niveau relativement élevé pour le groupe. Initialement, au début de la crise, le groupe a gelé ses investissements, mis à part un projet aux États-Unis dont je vais reparler. Et puis, au fur et à mesure qu'on a vu la génération de cash flow évoluer favorablement, on a repris nos efforts d'investissement et on termine l'année à 300 millions d'euros de cash flow net, d'investissement net, excusez-moi. À peu près une petite moitié de cette somme est dédiée à un projet de construction de nouvelles lignes de cuisson sur notre usine de Ragland en Alabama. C'est un projet assez emblématique et qu'on souhaite mener à bien rapidement, parce qu'il a une triple composante. C'est une augmentation de capacité de quasiment 50% de cette usine qui est située donc dans le sud-est des États-Unis. Ça va nous permettre de réduire très sensiblement le prix de revient. On vise entre 10 et 15 dollars de baisse de notre prix de revient à la tonne sur cette usine. Et enfin, elle nous permet en même temps de réduire sensiblement notre empreinte CO2 du fait d'équipements de dernière génération qui ont une efficacité énergétique bien meilleure et qui permettent d'augmenter le taux de combustible de substitution qui sont par définition moins carbonés. Donc, avec ces deux paramètres, donc d'une forte capacité d'autofinancement, d'un niveau d'investissement qui est resté soutenu, le groupe a aussi lancé des plans d'action assez dynamiques sur la gestion de son BFR et a permis une génération de free cash flow à 228 millions d'euros
hausse sensible par rapport à l'année précédente. Alors, je vous ai parlé jusque-là pas mal de finances. Je vais élargir un tout petit peu le spectre et traiter ce sujet du plan climat du groupe. C'est un sujet qui est essentiel pour notre industrie. Notre industrie est une industrie qui émet pas mal de CO2. Alors, il y a une raison, je dirais, physique à ça, c'est que notre matière première, c'est le calcaire. Dans le processus de production, ce calcaire casse la structure moléculaire du calcaire et il y a à peu près un tiers de la masse du calcaire qui est en entrée de processus qui s'est libéré sous forme de CO2 pendant le process, sachant que par ailleurs, pour opérer cette transformation, on consomme beaucoup d'énergie. Donc le groupe est engagé depuis longtemps sur ces sujets climat. Et cette vision long terme a permis au groupe de très tôt, je dirais, quand le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre a été introduit en Europe en 2005, le groupe était déjà sur une trajectoire de réduction et pendant toute cette phase-là, a dégagé des excédents par rapport aux quotas qui étaient attribués et a accumulé, je dirais, un espèce de trésor de guerre de quotas qui permettra de couvrir le besoin du groupe dans au moins les 10 années à venir, dans une période où la réglementation s'est sensiblement durcie pour amener toutes les industries à réduire leur empreinte, et la nôtre en fait partie. Et donc pendant cette période, on n'aura pas besoin d'acheter de quotas de CO2, là où un certain nombre d'acteurs de nos marchés auront à le faire. Pour, pour indication, le quota de CO2 a atteint ses niveaux les plus hauts dans le mois écoulé, aux environs de 40 euros la tonne. On en a environ un peu plus de 5 millions de tonnes en stock qui sont non valorisées dans nos comptes. Et ce qui nous semble, c'est que l'acquis, c'est le temps et la flexibilité que ça va nous donner. Notre, notre empreinte, notre travail sur les émissions est ancien. Alors on le mesure par les émissions nettes de CO2 par tonne de ciment produite. Sur notre périmètre historique, puisque le périmètre du groupe a évolué rapidement. Donc, si on prend le périmètre historique de la France, on a baissé de 15% par tonne produite entre 90 et 2019. Sur l'ensemble du périmètre du groupe tel qu'on le connaît aujourd'hui, on se fixe un objectif de réduire à nouveau de 13% entre 2019 et 2030, donc sur les 10 années à venir. Et je dirais pour être en ligne avec les accords de Paris, on cherche à obtenir la neutralité carbone sur la chaîne de valeur. Alors, je vais revenir sur cette technologie, sur ce sujet. L'objectif 2030 que nous poursuivons sera réalisé avec des technologies qui sont déjà connues et déjà maîtrisées par le groupe, alors que l'ambition 2050 d'une neutralité sur la chaîne de valeur nécessitera des technologies qui sont pas forcément connues ou choisies, et en tout état de cause, pas encore maîtrisées. Je vais revenir sur ces deux échéances différentes. Donc là, vous avez une diapositive qui présente quelques grands chiffres de notre trajectoire carbone. Je vais essayer de les expliciter rapidement sans entrer dans trop de techniques. Donc en 90, on émettait en France 657 kg de CO2 par tonne de ciment produite. L'année dernière, en 2019, on en était à 557. Au même moment, sur l'ensemble du périmètre du groupe,
Donc tout pays confondu, on était à 621 kg. Et on a pour objectif, avec les technologies qu'on connaît et qu'on maîtrise aujourd'hui, de descendre cette émission par tonne à 540 kg pour 2030, ce qui est quand même assez rapide. Il y a deux grands leviers dans cette réduction. Le premier levier, c'est le taux de clinker. Alors, le clinker, c'est un matériau intermédiaire issu de la cuisson du calcaire. C'est celui qui génère le plus d'émissions dans notre processus de production. Et il y a, selon les applications, possibilité d'en mettre moins ou de le substituer par d'autres matières qui auraient un impact carboné moins fort. Et donc, en le substituant, on réduit l'impact final du produit. L'autre grand axe sur lequel on travaille, c'est la substitution de l'énergie fossile qu'on utilise. Traditionnellement, ça peut être du pétrole, du charbon ou du gaz, en le substituant par des déchets. Donc on a depuis 40 ou 50 ans développé un savoir-faire dans l'utilisation des déchets. Donc maintenant, aujourd'hui, 26% de l'énergie thermique qu'on consomme est d'origine de substitution par des déchets. Et on a pour objectif de passer cette moyenne sur l'ensemble du groupe à 40% dans les 10 années à venir, c'est-à-dire quand même une augmentation de 50%. Donc il y a des dizaines de projets qui sont en cours de réalisation pour permettre ces évolutions. Peut-être un mot sur la différence que vous pouvez noter entre la France et la moyenne du groupe. Dans les deux pays qui sont soumis au système européen des gaz à effet de serre, dit ETS pour European Trading Scheme, sur l'ensemble de ces deux pays, on est aujourd'hui à 523 kg par tonne de CO2 par tonne de ciment. Et on se projette un objectif à 430 en Europe sur ces deux pays. Donc ces deux pays qui représentent à peu près la moitié du groupe, hein, sont un peu le laboratoire de nos bonnes pratiques, l'établissement des technologies qu'on maîtrise, et on a pour ambition de le déployer partout ailleurs. Après, ça dépend sur chaque marché de l'état du marché, c'est-à-dire des habitudes des consommateurs, et de la réglementation sur l'utilisation de combustibles secondaires, sur l'utilisation d'additifs dans le ciment. Et donc, les objectifs qu'on s'est fixés considèrent un état des marchés et de la réglementation constant, sachant qu'on peut espérer qu'ils évolueront eux aussi favorablement. L'étape suivante dans notre démarche, c'est l'ambition de neutralité sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est que nos matériaux génèrent des émissions ou créent des opportunités au contraire de captation sur toute leur durée de vie, de la carrière dont on extrait les matières premières, à la fabrication des produits, leur conception ou l'ingénierie de la conception des bâtiments et les travaux de construction, la durabilité des bâtiments. Tous ces sujets sont des éléments de l'efficacité énergétique des solutions de matériaux de construction qu'on propose, mais également au niveau de la démolition et du recyclage, ça peut se présenter. Donc notre but, c'est que d'un bout à l'autre, à la fin, on arrive à montrer que nos matériaux ont une neutralité carbone sur l'ensemble de leur durée de vie, sachant que de notre point de vue, et c'est ce qu'on essaye d'illustrer par ce schéma, nous avons des leviers d'action à tous les niveaux de la chaîne. Donc, naturellement, au niveau de la fabrication du ciment, hein, c'est ce que j'illustrais sur nos objectifs 2030 au titre des technologies maîtrisées, et ça, on va continuer à les déployer pour aller plus loin. Et pour aller jusqu'à la neutralité, il faudra mettre en œuvre d'autres technologies sur lesquelles
est en ce moment en train de développer, en général en partenariat, des pistes de recherche pour capturer le carbone et l'utiliser, ou capturer le carbone et le stocker. Donc on a pas mal de projets en cours. Il y en a quelques-uns qui sont illustrés dans le petit carré en bas à propos du captage du CO2. C'est aujourd'hui des technologies expérimentales, enfin, elles sont opérationnelles, mais pas à l'échelle industrielle et pas économique. On peut le faire au niveau de la conception, hein, puisqu'on pense que au fur et à mesure du progrès des matériaux, les bâtiments pourront employer éventuellement moins de matériaux, mieux, différemment. Au niveau de l'usage, on peut faire des constructions plus durables, avec des durées de vie supérieures, et donc, je dirais, avoir un bilan thermique dans le temps qui soit meilleur. Ensuite, au niveau de la démolition, sans rentrer dans trop de détails, on peut recycler des matériaux en alternative de matériaux extraits naturellement, hein. C'est ce qu'on appelle, nous, les matières premières de substitution. Le béton, je vous expliquais que le calcaire libère du CO2 pendant sa phase de combustion. Euh, le béton, pendant sa durée de vie, recapture une partie de ce carbone. Et nous travaillons actuellement sur des prototypes industriels pour réutiliser les gravates des constructions du béton, d'accélérer leur recarbonatation pour en faire du stockage définitif de carbone et les réutiliser en tant que granulats dans du béton en substitution de matières premières naturelles. Tout ça, c'est des tas de leviers qu'il faut tous utiliser. Il n'y aura pas une seule solution, il y en aura plusieurs, et elles varieront dans le temps et dans les géographies. Euh, Naturellement, vous avez deux barres transverses là sur notre graphique. L'une sur le transport et la logistique, puisque naturellement, tout le long de la chaîne de valeur, à tous les instants de la vie de nos produits, il faut les transporter. Et là-dessus, il y a des opportunités de gains nombreuses. On a pas mal d'initiatives, que ce soit l'utilisation de biogaz, de carburants végétaux, mobilité à base d'hydrogène. Et par ailleurs, on a le lien avec les territoires, dans la mesure où, que ce soit sur le sujet des combustibles de substitution, des matières de substitution ou de l'utilisation des produits de déconstruction, je pense que nos industries ont une place clé au sein de leur territoire. Excusez-moi, j'ai été un petit peu long, mais c'est un sujet essentiel pour l'avenir de notre industrie, et on pense que le groupe est très bien positionné pour amorcer ce virage important pour notre industrie dans la décennie à venir. Je vais vous dire deux mots de nos perspectives avec cette jolie photo de notre four du Kazakhstan. Bon, je ne vous demanderai pas de commenter mes goûts photographiques. Deux mots sur notre perspective. Bon, naturellement, la pandémie est toujours présente. Elle fait peser des incertitudes, même si on a appris à opérer avec la pandémie présente. Quelques éléments importants à avoir en tête dans cette année 2020. Les évolutions défavorables des devises qui ont impacté vos comptes en 2020 seront encore sensibles en 2021 et donc auront encore un impact négatif en 2021. Les cours de l'énergie, ça a été souligné tout à l'heure, sont à la hausse. Alors, dans la mesure où on augmente progressivement la substitution des énergies fossiles et on a des politiques de couverture, cette hausse
sera sensible que graduellement et plutôt sur la deuxième moitié de l'année, mais elle sera sensible sur l'ensemble de l'année. Enfin, les effets de base vont être très marqués, avec un effet de base très favorable sur la première moitié, et plus particulièrement le deuxième trimestre, et qui sera plus difficile puisqu'on a eu un troisième trimestre particulièrement dynamique en 2020. Enfin, le groupe a annoncé qu'il allait poursuivre ses efforts d'investissement pour terminer l'usine aux États-Unis et pour faire des augmentations de capacité ciblées sur certaines usines existantes et engager tout son plan d'action carbone. Bon, cette guidance d'investissement restant toujours révisée en fonction de la génération de cash flow. Je termine avec ce slide sur la guidance d'EBITDA qu'on a délivré au marché en même temps que nos résultats annuels. Donc, on a un EBITDA progression à périmètre échange constant. On peut dire, on a publié sur notre site internet et dans le communiqué de presse une guidance plus détaillée par pays. Ce qu'on peut dire sur ce début d'année, c'est qu'on n'a pas observé de rupture de tendance par rapport au dernier trimestre 2020. J'en ai terminé et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Moi, j'ai une question. Vous nous avez dit que vous aviez 35% d'actionnariat familial. Est-ce que vous avez de l'actionnariat salarié et qu'en est-il? Alors, on a à 35% de flottant. Hein. De flottant, pardon, excusez-moi, je dis Il y a à peu près entre 2 et 3% d'actionnariat salarié. D'accord, ok. Et vous avez beaucoup parlé effectivement de tout ce qui était carbone dans vos investisseurs ISR. C'est quelque chose qui est regardé. On voit que c'est des points qui actuellement sont sous les feux pour beaucoup de sociétés. Pour vous, les relations avec ces investisseurs, puisqu'il y a des nouvelles réglementations. Alors, c'est très, très présent dans les échanges avec les investisseurs equity. Hein, je dirais ça occupe quasiment maintenant la moitié de nos discussions avec les investisseurs. Sûrement pour l'intérêt que les uns et les autres ont pour la planète, mais aussi pour l'incidence que ça peut avoir sur notre industrie, les besoins d'investissement que ça représentera, mais aussi les opportunités que ça peut receler. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Juste, vous avez évoqué les hausses de prix énergétiques. Qu'en est-il en début d'année sur l'évolution des prix de vente? Et est-ce que notamment, du fait d'une régulation carbone un peu plus dure, est-ce que vous voyez des mouvements haussiers en termes de prix de vente qui sont bien supérieurs à ce que vous avez observé précédemment? Donc en fait, autre manière de dire les choses, est-ce que le différentiel hausse de prix, hausse des coûts énergétiques devrait être positif cette année? Merci. Alors, les hausses de prix sont naturellement à regarder par marché. L'incidence carbone va sûrement se faire sentir en Europe, hein, dans le périmètre régulé par le marché des quotas de gaz à effet de serre. Je vous le disais, Vicat est long en crédit. Par contre, un certain nombre d'acteurs sont d'ores et déjà courts et ont à acheter. Et donc, ça va très probablement soutenir les évolutions de prix. En ce qui nous concerne, on a annoncé des hausses de prix relativement sensibles en ce début d'année. Il est encore un petit peu tôt pour quantifier le montant exact, mais on s'attend à ce que la hausse de prix soit plutôt en France, plutôt supérieure à ce que c'est habituellement. Habituellement, c'est ordre de 1 à 2%. Sur les autres marchés, globalement, les marchés sont bien orientés au niveau prix, voire très bien orientés sur certains marchés, avec l'exception notable de l'Égypte qui est durablement déprimée depuis des années, mais dans une situation de distorsion concurrentielle par un acteur public. Donc, c'est pas économique. Mais dans l'ensemble, on a c'est une tendance qui
qui remonte à 2019, une amélioration du différentiel prix-coût, effectivement. Par contre, je vous disais, compte tenu, en ce qui nous concerne, des politiques de couverture à la fois de stock et de forward sur l'énergie, la hausse du prix de l'énergie se fera sentir que graduellement pendant l'année. J'avais des questions par rapport à la concurrence, là. Qu'est-ce qu'il y a comme concurrence dans ce métier? Et notamment, je voulais savoir ce que vous pensiez de l'arrivée de, c'est Hoffman, là, Hoffman Green Cement, là, qui apporte quelque chose un peu différent. Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que c'est... Alors, alors, je vous disais, c'est les marchés locaux, donc la concurrence se mesure essentiellement au niveau local. Et c'est un marché qui est relativement atomisé, c'est-à-dire qu'il y a effectivement quelques très grandes sociétés cimentières bien connues, mais en nombre plus réduit, puisqu'il y a eu un phénomène de concentration assez marqué ces dernières années. Mais les grands acteurs cimentiers détiennent moins de 10% du marché mondial chacun, hein. Donc, il n'y a pas de grands leaders, sachant qu'il faut garder en tête que quand même la Chine représente 50% du marché mondial, hein. Nous, on n'est pas présent dans ce marché-là. Grosso modo, on est trop petit, hein. Ça fait 2 milliards, 2 milliards et demi de tonnes. On a 35 millions de tonnes de capacité. On ne peut pas jouer sur ce marché-là. Donc, on retrouve quelques grands acteurs mondiaux qu'on va retrouver sur la plupart de nos marchés et souvent beaucoup d'acteurs locaux, hein. Donc, c'est des situations de concurrence qui peuvent varier d'un marché à l'autre. Ça fait partie des facteurs qu'on regarde beaucoup en amont d'une croissance externe, c'est-à-dire de prendre position sur des positions régionales, sur des marchés qui sont si possible, pas sujet aux importations et si possible, relativement structuré, c'est-à-dire où il n'y ait pas 50 acteurs. Euh, euh, Après, il y a des situations comme l'Inde où c'est des marchés très grands en capacité et très concurrentiels. Euh, pour répondre à la deuxième partie de votre question sur Hoffman Green, je dirais c'est un ça fait partie d'une des nombreuses pistes qui contribueront pendant un temps à la solution de la décarbonatation des matériaux de construction. En ce qui nous concerne, on ne pense pas que ça soit une solution à l'échelle, euh, parce que les matériaux qu'ils utilisent en intrant ne sont pas forcément disponibles en grande quantité. Et par ailleurs, dans leur modèle de développement, ils se projettent sur des progressions de prix des produits très importantes, un quasi-doublement du prix du ciment. Et on pense qu'à ces prix-là, il y aura d'autres technologies qui deviendront efficaces et seront probablement des meilleurs supports. Et je dirais, si aucun cimentier ne s'est attaché à cette technologie, je pense qu'il y a une raison, mais ça participera à la solution pendant quelques temps et dans une certaine mesure. Oui, parce que on s'aperçoit que finalement leur cours de bourse se porte vachement bien, Écoutez, contrairement à celui de Vika. écoutez, je commence pas les cours de bourse, Non, ni le non, mien, ni celui de nos confrères. Donc, non, mais le vôtre, je parle, parce que c'est vrai que l'entreprise présente des performances tout à fait remarquables. Enfin, ça peut être une belle entreprise. Et le cours de bourse, ça fait des années qu'il ne bouge pas beaucoup, quoi. oui, Est-ce qu'il y a alors une après, explication? je dirais, je ne serais pas aussi savant que les présentations d'Eric tout à l'heure, mais on a sûrement été pénalisé par des considérations un petit peu de stratégie d'abord sectorielle, effectivement. On est value, donc pendant un certain temps, on n'était pas dans la bonne case. On est une mid-cap, on est une société européenne, donc il y a eu toute une période en 2019 où on cochait pas les bonnes cases. Ensuite, là, je pense que le choix qu'on a fait, long terme qu'on a fait de positionnement sur les pays émergents a probablement un petit peu effrayé un certain nombre d'investisseurs pendant un certain temps, mais quand on voit
la progression du Brésil, par exemple, cette année dans nos comptes, ma foi, ça démontre que notre modèle, il peut délivrer de la valeur, même dans un pays émergent. Si vous nous... Alors, il y a une question qui est quelles mesures mettez-vous en place pour réduire la pollution de votre industrie et l'amélioration de la protection du personnel? Écoutez, c'est une question. Il y a une autre question sur Hoffman Green, mais que j'ai traitée en répondant à la question précédente. Écoutez, la pollution dans notre industrie, hein, elle peut recouvrir plusieurs composantes. La plus, entre guillemets, à la mode aujourd'hui, c'est le carbone. C'est un élément clé de notre stratégie industrielle parce que c'est une tendance qui s'impose à notre société, enfin société au sens sociétal du terme, et à notre société au sens corporate du terme. On pense que en même temps qu'on a une urgence climatique, on a une urgence démographique. Alors c'est vrai que quand on est en France ou en Suisse, l'urgence démographique ne saute pas aux yeux. Quand on est à Dakar, à Hyderabad, à São Paulo, c'est une réalité un peu plus importante. Et dans les 30 ans à venir, en même temps qu'on souhaite décarboner notre industrie, on va avoir 2 milliards d'habitants supplémentaires sur la planète, il va falloir les loger. Et on pense que ça fait partie de nos challenges de à la fois savoir répondre à l'urgence démographique et en même temps de décarboner la production et l'utilisation de nos produits. Donc, je dirais, ça, c'est un élément central de la stratégie industrielle du groupe aujourd'hui. Donc, ça, c'est un élément. Alors, ce n'est pas le seul polluant auquel on soit confronté, hein. Il y a des tas de. Il y a historiquement des émissions, que ce soit des poussières ou d'autres polluants. On investit beaucoup sur ces sujets depuis assez longtemps et on a dans les quasiment meilleurs ratios de la profession en termes d'émissions de polluants. Alors après, euh, probablement qu'on peut toujours considérer qu'on met toujours trop de pollution, mais on a déjà fait énormément de progrès et on continue au fil du progrès aussi des technologies. Sur la sécurité du personnel, c'est pas forcément un sujet qu'on met beaucoup en avant d'habitude. Notre PDG a lancé il y a une quinzaine d'années un plan d'action avec un objectif zéro accident. On n'a toujours pas atteint naturellement. Enfin, naturellement, c'est difficile à atteindre, mais on a drastiquement amélioré nos résultats qui n'étaient pas très bons au départ. Et c'est un progrès continu qui se traduit par des nombreuses choses, hein, et certaines choses par des habitudes du quotidien pour ancrer cette réalité dans notre quotidien. Par exemple, toute réunion commencée dans la maison, ça se commence par une minute sécurité où on parle des sujets de sécurité. Bon, c'est des pratiques connues dans pas mal d'industries, mais pour qu'on ait tous ça en tête, bon, après, ça progresse doucement. Ça comporte aussi des aspects investissement, mais c'est beaucoup des sujets comportementaux, hein. Donc, ça passe par de la formation, de la sensibilisation. Voilà, je crois que j'ai répondu aux différentes questions qui étaient dans le chat. J'ai excusé pour les avoir